Bonjour à tous, je suis Vincent Taubel, rédacteur en chef adjoint de The Media Leader, et voici l'actualité de la semaine en 10 minutes chrono. La semaine a été marquée par la décision de Google de revenir sur l'arrêt des cookies tiers dans Chrome. Après de multiples reports, le géant américain a décidé de conserver les cookies dans leur forme actuelle, marquant un revirement total par rapport à son plan de plus de 5 ans visant à supprimer ces traceurs web devenus emblématiques des atteintes à la vie privée dans l'économie publicitaire. Nous avons décidé de maintenir notre approche actuelle concernant le choix de l'utilisateur en matière de cookie tiers dans Chrome, a déclaré Anthony Chavez, vice-président de Privacy Sandbox chez Google. Nous ne nous lancerons donc pas dans de nouveaux messages autonomes dédiés aux cookies tiers, peut-on lire dans Adage. Selon Nicolas Rieul, président d'Alliance Digitale, ce revirement de Google montre que le marché ne peut pas dépendre d'une seule technologie, a-t-il indiqué dans les colonnes de The Media Leader. Google affirme vouloir continuer à développer certains éléments de Privacy Sandbox, bien que l'entreprise n'ait pas précisé quels composants seraient maintenus ni établis de feuille de route claire. Le système repose sur une complexe architecture API, donc des interfaces de programmation dont la pérennité reste incertaine. Nous reviendrons sur ce sujet tout à l'heure avec l'invité de la semaine, Geoffroy Martin, CEO d'Augury. La fusion TF1-M6, Bertelsmann relance le débat. 2 ans et demi après l'échec du projet de fusion entre TF1 et M6, le groupe allemand Bertelsmann, maison mère de RTL Group et donc de M6, se dit prêt à réexaminer le dossier à condition que les régulateurs adoptent une approche plus ouverte, peut-on lire dans le Financial Times. Cela créerait un véritable champion français de la télévision et du streaming capable de concurrencer les plateformes américaines, a déclaré Thomas Rabe, PDG de Bertelsmann. La précédente tentative de rapprochement menée en 2021-2022 avait été bloquée en septembre 2022 par l'autorité de la concurrence qui exigeait des concessions jugées inacceptables par les deux groupes. TF1 et M6 avaient alors déploré que le régulateur n'ait pas suffisamment pris en compte la transformation du paysage audiovisuel face à la concurrence des géants du streaming comme Netflix, Disney+ ou Prime Video. Rodolphe Belmer, PDG de TF1, était intervenu lors de The Future of Audio le 9 avril dernier en déclarant « On regarde évidemment tous ces mouvements avec attention, ce sont des signaux importants pour notre secteur ». Il a également rappelé que les fondements de la tentative de la fusion restent d'actualité, citant notamment le besoin urgent pour les groupes français de gagner en taille critique pour continuer à investir les contenus et accélérer leur transformation digitale. Europe 2 confirme l'arrivée de Sébastien Coé à la matinale. Dès le 28 avril, l'animateur succède à Benjamin Castaldi à la tête de la matinale d'Europe 2, a confirmé la station. Benjamin Castaldi, aux manettes de cette matinale depuis fin août 2024, a animé cette dernière émission. Castaldi réveille la France entre 6h et 10h vendredi 11 avril. Il avait annoncé son départ la veille dans une story Instagram. Club de fin pour mon émission sur Europe 2. Retour donc sur l'information qui a marqué la semaine, le renoncement de Google à la fin des cookies tiers. Un dernier revirement de Google ne change rien au cours de l'histoire, selon Geoffroy Martin, CEO de la tech français Augury. On l'écoute tout de suite. On ne peut pas dire que cette annonce soit une surprise, notamment suite aux volte-face de Google sur le sujet en juillet dernier ou à la dernière décision de justice du gouvernement américain il y a quelques semaines. Et pour être clair, cet énième changement de cap côté Google ne change absolument rien au cours de l'histoire. En France, par exemple, on est bien conscient de ce que donner le choix à l'utilisateur implique, notamment avec le RGPD. Et s'il y a bien quelque chose que l'histoire nous a appris, c'est que l'utilisateur est de moins en moins enclin à partager ses données personnelles. Donc peut-on dire que c'est un retour aux cookies tiers au bon vieux temps post-2019 ? De manière générale, les taux d'opt-out ne cessent d'augmenter. Et aujourd'hui, si vous regardez, notamment sur l'open web, la moitié de l'open web est déjà dépourvue d'identifiants publicitaires, notamment à cause des navigateurs Safari, Firefox, mais aussi aux identifiants in-app ou aux adblockers. Donc de toute façon, dans notre industrie, dépendent de manière trop importante d'un type de signal exclusivement, alors que ce soit les cookies tiers, mais aussi les ID in-app ou alternatifs, ou les signaux contextuels, présente un risque pour les annonceurs et les attaques au passage,
que ce soit au niveau de la précision du ciblage, de la taille de l'audience ciblée ou de la pérennité du business model. Donc non, le marché ne va pas revenir à son état de 2019 ou 2020. Il y a eu des avancées technologiques majeures qui ont été faites afin de proposer des solutions qui sont à la fois performantes pour les annonceurs, mais aussi respectueuses de la vie privée des utilisateurs. Donc, franchement, le secteur devrait se féliciter de ces progrès, plutôt que d'un retour aux cookies ou à un modèle voué à devenir de moins en moins performant. Et si on se projette dans l'avenir, les gagnants, ce sont ceux qui ont mis en place des nouvelles solutions comme les ID ou finalement ceux qui n'ont peut-être rien fait et qui vont se contenter d'un bon retour, d'un bon vieux retour des cookies tiers. Bah, les gagnants seront ceux qui sauront adapter des stratégies hybrides et qui auront la capacité à construire des plateformes et des modèles de données capables de fonctionner sur l'ensemble du spectre de l'adressabilité, avec ou sans identifiant. Parce que quand on y réfléchit, s'appuyer uniquement sur des identifiants, c'est très limitant, notamment en termes de reach, mais les ignorer complètement, d'autant plus maintenant avec cette nouvelle annonce de Google, ça revient à passer à côté de tout un pan d'inventaire et de valeur qui serait dommage d'ignorer. Donc l'idée pour le futur, c'est pas de choisir un camp, mais c'est d'intégrer intelligemment les deux approches dans un monde qui tend de plus en plus vers l'hybridation et l'agilité. M6 trace une nouvelle voie pour le réseau Stéphane Plaza. Le groupe audiovisuel conserve son ancrage dans le secteur immobilier en accompagnant une bifurcation stratégique majeure du réseau Stéphane Plaza Immobilier, secoué par l'affaire judiciaire impliquant son fondateur. Une seconde marque, donc 6e Avenue, va être lancée, permettant aux franchisés de prendre leur distance avec un nom devenu controversé, indiquait Gilles Charon, président de Stéphane Plaza France, dans le Figaro. Le choix du nom 6e Avenue n'est pas anodin. Il fait référence explicite à M6, actionnaire majoritaire du réseau immobilier à hauteur de 51%. Ce clin d'œil souligne la volonté du groupe audiovisuel de rester pleinement engagé dans l'aventure immobilière malgré la tournante judiciaire. Et puis, Deezer renforce son soutien auprès des festivals français, annonce stratégie. 11 partenariats en 2025, compte 8 précédemment ont été annoncés. Les déferlantes, Fnac Live à Paris, Garo Rock, les Eurokéennes, Musilac, les Francopholies, Rock en scène, Delta Festival, Rose Festival, Les Vieilles Charrues ou encore Golden Coast. Deezer qui dévoilait le 17 avril ses nouvelles fonctionnalités et sa stratégie pour séduire la Gen Z et combattre l'intelligence artificielle générative qui nuit à la création sur la plateforme avec près de 20 000 titres générés par jour. Son directeur général Alexis Lanternier nous dévoile sa feuille de route. Depuis 17 ans, Deezer investit à perte. Et donc, pour la première année en 2024, Deezer a généré une trésorerie positive. Et ça change quand même beaucoup la dynamique de l'entreprise, dans le sens où on peut être en contrôle de notre destin. On n'a pas besoin nécessairement, même si c'est toujours bien, mais on n'a pas une nécessité d'aller chercher des nouveaux fonds, des nouveaux investisseurs, ce qui nous permet d'être un peu plus libre dans notre vision pour l'utilisateur notamment. Et donc, c'est pour ça qu'en 2025, c'est vraiment le focus, c'est cette nouvelle génération d'utilisateurs. On a la capacité, la chance de pouvoir vraiment répondre à toutes ces attentes et on pense être le plus à même de le faire parce qu'on est 100% focalisé sur la musique et beaucoup plus agile dans notre façon de travailler. On a une pénétration qui est pas encore là où on voudrait être en France, mais qui est déjà significative. Et on en est arrivé à être en trésorerie positive, notamment en se focalisant sur la croissance, parce qu'en fait, on a beaucoup de coûts fixes. Donc, c'est vrai que plus on est en croissance, plus on peut dégager de la trésorerie positive, en se refocalisant aussi sur nos investissements, en investissant en priorité dans nos marchés clés. Aujourd'hui, quelle est votre part d'abonnés payants et le nombre d'abonnés exposés à la publicité en France? Donc, Deezer, on a fait le choix très rapidement de focaliser sur l'abonné payant. C'est vraiment le modèle qui permet aussi d'atteindre l'équilibre. Et donc, on a une très grande majorité de nos abonnés qui sont payants. On a 10 millions, un petit peu moins de 10 millions d'abonnés en tout dans le monde, 5 millions en France, et très large majorité des abonnés sont payants.
Donc vous avez présenté également vos nouveautés pour cette année. Ces nouveautés visent la génération Z. J'aimerais connaître justement le pourcentage d'utilisateurs que vous avez de cette génération, ce que vous en attendez et est-ce que c'est une génération que vous accompagnez justement pour passer, au modèle payant une fois qu'ils auront découvert le produit? Donc effectivement, on innove, très rapidement. On innove en se focalisant sur les besoins de la génération Z, qui sont les moins de 34 ans. On considère qu'il y a pas eu suffisamment d'innovation ces dernières années. Le streaming a été inventé il y a 17 ans et qu'il n'y a pas assez d'innovations qui ont répondu aux demandes de la génération Z. Pourquoi c'est si important? C'est 40% des utilisateurs du streaming aujourd'hui, la génération Z. C'est aussi ceux qui sont qui ont la plus grande propension à prendre un abonnement de streaming, puisque c'est des gens qui sont très attachés à la musique. 70% de la population Z nous disent que la musique, c'est leur passion numéro 1. Et donc, alors, ils n'ont peut-être pas forcément les moyens donc d'avoir un abonnement sans pub, hein, donc ils vont utiliser les abonnements streaming avec de la pub. Et puis, éventuellement, quand ils en auront les moyens, ils pourront prendre un abonnement sans pub. Donc, c'est pour ça que c'est excessivement important pour nous de bien les comprendre. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de 100% Media Week. En attendant, rendez-vous sur toutes les plateformes d'écoute et sur themedialeader.com. À bientôt.